Winston Chan, dude, merci beaucoup. Premièrement, du temps que tu nous donnes. Ça fait quand même longtemps qu'on essaie euh, de s'arranger pour avoir ce podcast-là. Je pense que tu étais sur ma liste depuis le tout début quand j'ai démarré le podcast, évidemment pour d'autres raisons qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des raisons beaucoup plus importantes qu'on va discuter. Donc, j'apprécie vraiment ton temps, Winston. Ça fait plaisir, George. Donc, Juste, regarde, juste avant qu'on commence, juste pour situer les gens qui regardent ou qui écoutent l'épisode, toi, tu étais parmi les premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai démarré en politique, comme attaché politique. Puis c'est important de le dire parce que tu n'es pas n'importe qui non plus. Tu as toujours, à mon avis, à moi, et c'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés. Tu as toujours été impliqué socialement, politiquement. Tu as toujours eu cette implication auprès de ta communauté. Puis, tu es une des personnes que je connais qui a un des plus gros réseaux, là, from one end to the other, que ce soit en affaires, que ce soit dans le communautaire, en politique. Puis, tu es un gars qui a toujours aimé développer des relations. Puis, tu as souvent parlé de ça, comment ça a commencé, cette idée-là, pour toi. Juste avant qu'on commence, parce qu'on a un sujet très important à aborder et je voulais spécifiquement parler à toi. Juste pour retourner un peu en arrière, explique aux gens comment ça se fait que tu as un réseau aussi énorme. ouais, c'est souvent une question que les gens me posent, mais d'entrée de jeu, je suis vraiment un gars bien ordinaire comme toi, George. Alors, c'est juste que ça donne que je m'implique, je le redonnais à la société. Je m'intéresse à plusieurs domaines, que ce soit le monde des affaires, que ce soit les arts, que ce soit la politique. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que la partie d'avoir un grand réseau, mon but, c'est pas d'avoir un grand réseau, c'est vraiment de m'impliquer dans des organisations, dans des conseils d'administration. Puis de fil en aiguille, c'est sûr que tu rencontres des gens, puis tu crées des relations, puis tu maintiens ces relations-là. Puis après ça, c'est ça que tu fais un réseau. C'est vraiment une question dans le long terme. Ouais. Comment ça a commencé cet intérêt-là que tu avais pour les affaires publiques, que ce soit au niveau politique, social, communautaire? C'est quoi cet événement enclenchant qui a dit en toi, garde, je veux m'impliquer, je veux donner, puis je veux contribuer? Je dirais que ça a commencé, la politique, c'est commencé quand j'étais au secondaire. Il y avait un genre de tournoi, c'est un peu comme le génie en herbe, là, de l'histoire du Québec, ça s'appelle le tournoi des jeunes démocrates. Donc, j'étais en secondaire 4, secondaire 5, j'ai appris l'histoire du Québec, le système politique, comment ça fonctionne au Québec. Donc, c'est ça, on allait à Québec après c'est un tournoi où c'était des quiz là, sur la politique, sur l'histoire. Puis c'est ça que je me suis intéressé. Puis aussi, quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à écouter les nouvelles. Donc, ça m'intéressait. Puis plus tard, je me suis mis à appliquer beaucoup à l'université, donc dans les associations étudiantes. Puis tranquillement, j'ai appliqué après dans le monde des affaires avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Puis c'est là qu'on faisait beaucoup d'affaires publiques. Là, donc, c'est là ça m'intéresse beaucoup. Là. Ouais. Après, je t'ai rencontré. C'est ça. That's it. Ouais. Regarde, comme je te dis, je suis très content parce que tu es un gars qui est très, très occupé. Puis, je veux qu'on parle de cette dernière année-là qui a été particulièrement difficile pour bien des gens, que ce soit au niveau personnel, au niveau social, au niveau des affaires, même au niveau communautaire, comme on va en discuter. Ça t'a affecté pas mal, surtout à cause du racisme qu'on a vu envers la communauté asiatique. Mais avant de se rendre là-bas, juste par curiosité, parce que je veux juste retourner en arrière, on a vu en fin de 2019 cette pandémie-là s'annoncer à tout le monde qui a démarré en Chine. C'est sûr que ça a commencé peut-être avant. Nous, on a eu cette information-là vers la fin de 2019. Toi, à cette époque-là, est-ce que tu voyageais parce que tu as souvent des voyages, puis Mhm. comme tu as dit, tu es dans plein de conseils d'administration avec le G20, puis Ouais. plein d'affaires.
Euh, T'es où là en ce moment-là quand la pandémie démarre en Chine en 2019? T'es-tu ici? T'es-tu là-bas? Ouais, Qu'est-ce qui se passe? j'étais à Montréal, là. Je n'avais pas voyagé. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, là. La dernière fois que j'ai voyagé, c'était en novembre 2019. Mais ça fait au moins un an. Je suis pas allé en Chine depuis 2018. Alors, non, j'ai suivi ça. J'ai écouté les nouvelles. J'ai vraiment appris l'existence de la COVID-19 en janvier 2020. C'est là que j'ai commencé à lire les nouvelles. Là. Puis, ça a commencé justement à Wuhan. C'est une ville que je voulais y aller parce que c'est une ville qui a beaucoup d'intérêt pour la francophonie. Il y a beaucoup de gens OK. à Wuhan qui parlent français, beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, c'est ça, de ça, je suivais ça. Qu'est-ce qui se passe à Wuhan? Il y avait des journalistes qui m'appelaient pour savoir c'est quoi, si j'étais au courant. Je sais que j'avais des amis aussi, ici, des Chinois d'ici, qui viennent de Wuhan et qui a commencé à se mobiliser, à amener j'ai cherché des masques, puis l'envoyer en Chine. Parce qu'il y avait besoin ou d'autres équipements de protection. Il y avait une grosse mobilisation. C'est ça qui se passait à l'époque, en janvier. Puis après, l'autre chose que j'ai remarqué, c'était en France, en janvier 2020. Il y avait le hashtag Je ne suis pas un virus. Donc, OK. il y avait beaucoup de cas de racisme, même en France, je me rappelle. Et aussi, à l'époque, il y avait aussi une revue française qui parlait du virus chinois sur sa page couverture. Ouais. Donc, après ça, après, on m'a rapporté, j'ai des amis qui m'ont rapporté, des amis chinois qui m'ont rapporté que les parents dans les écoles au Québec avaient peur d'envoyer leurs enfants s'il y avait un enfant chinois dans la classe. Donc, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de tout ça. Puis aussi, en janvier, vers la fin janvier, mi-fin janvier, les restaurants chinois à Montréal, il y avait une baisse de clientèle drastique comparée à l'année d'avant. Comparé à janvier 2019, Oh, ouais. oui, c'est vrai que les restaurants, c'est tranquille en Ouais. janvier 2020. Là. En janvier, actuellement, c'était toujours tranquille dans les restaurants, mais c'était encore plus tranquille. Alors, il y avait une baisse de chalandage dans les restaurants chinois. OK. Il y a des gens qui avaient peur d'aller dans les restaurants chinois parce qu'ils ont peur d'attraper le virus. OK. Alors, c'est ça. Déjà depuis le mois de janvier, parce que nous, ici, il faut dire la vérité, on était un peu, tu sais, on laissait ça, tu sais, on n'a pas donné autant d'importance, je dirais, jusqu'au mois de mars, là, tu sais, début mars, là, fin février, début Non, ouais, mars. Là, ça a commencé, là, tu sais, le sérieux, ouais, depuis que les cas vraiment ont ouais. commencé à s'annoncer ici. Donc, toi, tu dis que déjà, en début de l'année, au mois de janvier, les gens étaient déjà sensibilisés à ça, puis ils disaient, regarde, là, les Chinois, moi, Mais ils ne voulaient pas aller au restaurant chinois. Ils ne voulaient pas aller dans les commerces qui sont appartenus par des Montréalais, des Québécois d'origine chinoise. ouais, Donc, oui, c'est vrai, ça a commencé là. On a vu. Puis c'est ça, les restaurateurs, que ce soit au quartier chinois ou les restaurateurs chinois ont vu leur revenu baisser, ont eu beaucoup de difficultés. Puis c'est ça. Donc, c'est ça qui a avancé. Donc, puis tout le racisme a commencé à augmenter en janvier 2020. c'est fou quand tu y penses parce que, tu sais, nous, on aime croire qu'on vit dans une société qui est quand même correcte, là, tu sais. On vit pas les affaires qu'on voit peut-être au sud de la frontière. Tu sais, spécifiquement, la ville de Montréal, c'est quand même une ville cosmopolitaine. Puis, tu sais, il y a des communautés de toute origine, puis on grandit ensemble. Surtout moi, là, tu sais, moi, je suis né puis j'ai vécu dans le parc Extension. Pour nous, c'était normal de voir d'autres types de personnes que nous-mêmes, tu comprends? Puis de voir ces Ouais. affaires-là, puis moi, tu sais, je te suivais beaucoup en début de l'année, en 2020, parce que là, tu commençais à faire des sorties
public concernant spécifiquement les commerces asiatiques, chinois, etc., au centre de la ville. Puis, c'est à cause de toi que moi, comme je me suis ouvert un petit peu sur ce qui se passait et de voir évidemment des gestes haineux et même des fois provocateurs et criminels envers les Chinois. Tu sais, on a vu plein d'images de personnes asiatiques qui se faisaient frapper aléatoirement là, tu sais, dans la rue. Ils marchaient, puis il y a des gens qui venaient puis leur donnaient des coups de poing ou qui les poussaient. Tu sais. Puis c'est fou de croire qu'en 2020, on aurait vu des affaires de même. Oui, au fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le racisme envers les Asiatiques a existé depuis le début de la création du Canada. Donc on sait que les Chinois ont bâti le chemin de fer Ouais. d'une côte à une autre. Par la suite, ces Chinois-là, qu'est-ce qu'on ne savait pas, c'est que les Chinois, à l'époque, ne pouvaient pas, après, avoir un emploi, à part travailler dans les buanderies, dans les restaurants, comme commis, dans les magasins. Alors, ils se sont fait exclus, ils étaient exclus déjà d'entrée de jeu de la société canadienne. Et aussi, après, il y a la loi sur la taxe d'entrée, c'est que le head tax, qu'on appelle en anglais. Puis après ça, plus tard, il y a eu après, il y a eu la loi sur l'exclusion. Donc, on ne pouvait pas faire venir les conjointes et les Chinois qui sont là. Puis à l'époque aussi, c'était aussi une loi très sexiste, la loi d'exclusion, parce qu'on ne voulait pas avoir les femmes asiatiques, les femmes chinoises venues au Canada, parce que c'est vu comme des objets sexuels, les femmes. Puis à l'époque, puis on ne voulait pas que c'est pas bon pour la morale. Donc, c'était très religieux à l'époque. Donc, les femmes étaient vues comme des objets sexuels. On parle de quelle année ici, Winston? De la fin de 1800 et des débuts 1900. OK. Et plus tard, c'est ça. Donc, si on pense que c'est arrivé à Atlanta, puis ces lois-là existent aussi aux États-Unis. Puis c'était aussi la même perception. Puis on a vu que c'est arrivé à Atlanta. Donc, quand tu vois une femme comme un objet sexuel, tu le vois une personne soumise à toi comme une personne inférieure. Ouais. Donc, quand tu vois quelqu'un vis-à-vis de façon égale à toi, tu ne vas pas le tuer. Mais si tu vois quelqu'un d'inférieur à toi, tu vas le tuer. C'est ça qui est arrivé à la fusillade à Atlanta. Donc c'était cette pandémie-là, ça a vraiment exacerbé le racisme qui existe. Avant, c'était un racisme qui est beaucoup plus subtil. C'était microagression. C'était pas un type de racisme dans ta face. Maintenant, c'est des attaques physiques, des agressions verbales, des gens qui se font cracher dessus. On a vu que ça arrive aussi aux personnes âgées. C'est pas seulement ça arrive aux États-Unis, pas seulement à New York, pas seulement en Californie. C'est arrivé aussi à Vancouver. C'est arrivé. Donc, récemment aussi à Montréal, il y a quelques semaines, il y a un Montréalais d'origine coréenne qui s'est fait poivrer. Donc c'est avec le poivre, il était de type militaire. En plus, il marchait sur la rue Coloniale et Marianne, sur le plateau. Donc c'est arrivé, puis c'est vraiment déplorable. Dis-moi quelque chose, Winston, parce que toi, tu es né ici, tu as grandi ici. Est-ce que toi, ces années-là, quand tu étais plus jeune, tu as vécu du racisme? Est-ce que les gens te voyaient comme le petit Chinois ou, souvent, les enfants, ils ne comprennent pas ces affaires-là. Est-ce que tu as grandi dans ce climat-là ou tu as vu aussi des gestes racistes alors que tu grandissais, que tu grandissais ici à Montréal? Oui, c'est sûr, j'ai vécu dès la maternelle à l'école, c'est sûr, jusqu'à de nos jours, jusqu'à la pandémie. Là. Donc oui, j'ai vécu toutes les étapes de ma vie, j'ai vu du racisme. C'est sûr que c'est sous différentes formes. C'est sûr qu'à la cour d'école, c'est différent. Mais après, je l'ai vu aussi au secondaire, puis à l'université, puis dans la vie professionnelle aussi après. Donc, c'est souvent des remarques, des microagressions. Souvent, c'est une perception comme quoi que les Chinois ou les Asiatiques, c'est comme des perpétuels étrangers. Ouais. Alors, ils te font sentir que tu ne viens pas d'ici, que tu fais, même si je suis né ici. Ouais. Moi, je suis né à Santa Gabrieli, à Saint-Léonard. J'ai grandi dans le quartier portugais, sur le plateau. Plus tard, j'étais dans le quartier médiculaire de Côte-des-Neiges.
Donc, c'est ça. Oui, Montréal, oui. Mais je pense qu'un des problèmes, c'est que, oui, il y a du racisme. Il y a aussi beaucoup de discrimination, surtout. Beaucoup de préjugés encore. Il y a des préjugés envers les hommes asiatiques, des préjugés envers les femmes asiatiques. Donc, c'est un gros problème. Ça se manifeste beaucoup de façon très par ignorance, par des remarques basées sur des préjugés. Donc, je dirais que ce qui est dommage, c'est que on se fait taper dessus présentement, mais les politiciens, le gouvernement, comme par exemple, comme quand il y a eu la pandémie, après, pendant ce temps-là, il y a eu une augmentation de cas d'incidents. Puis les médias francophones n'en ont pas parlé. Ouais. Puis François Legault aussi n'a pas dénoncé ça, n'a pas fait un appel au calme quand ça commençait. Donc, c'était très déplorable, alors que Justin Trudeau l'a fait. La mairesse Valérie Plante l'a fait. Elle a dénoncé ça. C'est ça le gros problème. Donc, il y a une indifférence des politiciens. Ouais. On se fait taper dessus, ouais. puis les politiciens s'en foutent. Alors, c'est ça qui est vraiment déplorable. Mais c'est bien que tu abordes ce sujet-là, parce qu'il paraît que dernièrement, puis tu sais, on l'a vu avec le Black Lives Matter, puis tu sais, il y a un mouvement maintenant pour dénoncer ces actes-là. C'est comme si on dit, enough is enough, tu comprends? Puis Ouais. c'est dommage parce qu'on vit dans une époque où je pense que on connaît pas mal tous c'est quoi le racisme, tu comprends? Ce n'est plus la ligne fine entre racisme puis ignorance, puis c'est certain que ça existe toujours. Il y a des personnes qui sont vraiment stupides puis ils réalisent pas ce qu'ils se disent, ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils se croient pas racistes, mais c'est plutôt l'ignorance. Je pense pas qu'on se trouve sur cette ligne fine. Je pense qu'on est rendu à un point où on connaît c'est quoi la différence. Puis, quand on arrive à un point où nos élus, et plus spécifiquement M. Legault et le gouvernement de la CAQ que tu viens de mentionner, ils évitent toute question de reconnaître qu'il existe du racisme, pas du racisme, parce que tout le monde sait que le racisme existe. Il y a des gens autour de nous qui sont stupides, on va le dire comme ça, mais quand ton élu te dit que non, le racisme systémique, ça n'existe pas, ça donne un peu, ça met un peu de l'huile dans le feu, là, tu comprends? Ça donne un peu cette justification à ces gens-là de dire, ben non, ça n'existe pas, voyons donc, blablabla. Tu comprends? Puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai travaillé en politique assez longtemps pour savoir que j'en ai vu des choses aussi, là, tu comprends, dans le système pour dire que oui, c'est incorporé dans notre système. Oui, c'est fort possible que le racisme est systémique. Puis, on est arrivé à un moment où c'est évident. Et moi, j'ai de la misère à comprendre que certains élus ne veulent pas embarquer dans cette logique-là. Je ne comprends pas. C'est vraiment incompréhensible. Après un an, attaque après attaque, puis il y en a eu un récemment là, pour le Montréalais d'origine coréenne. Et c'est vraiment l'indifférence des politiciens, de certains politiciens, c'est complètement incompréhensible. Alors, Toi, c'est ça, je peux pas savoir, je peux pas comprendre. J'essaie de comprendre, mais j'ai pas les réponses. de ton côté à toi, là, parce que ces événements ils commencent à arriver, puis là, je te suivais très de proche, là, activement, puis évidemment, il y avait tous les gestes de dénonciation, puis évidemment, avec le réseau que tu as, est-ce que toi, tu as essayé de rentrer en contact avec les élus? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique et les interventions qui sont faites soit par toi ou même par ta communauté? Ben, je dirais qu'il y a eu au fédéral, Justin Trudeau a dénoncé au début, plusieurs fois. Mais la face, c'est qu'il a même dit ça dans ses conférences de presse. Mais les médias ne le reprennent pas, surtout au niveau francophone. Donc, quand le premier ministre de ton pays dénonce ça, puis les médias de ton pays n'en parlent pas, c'est
c'est juste hallucinant, tu sais. Ouais, c'est un point Alors, d'interrogation. c'est moi d'interrogation. C'est sûr que moi, j'en ai parlé à des ministres fédéraux là-dessus, sur cette question-là. J'ai eu des appels avec eux. Ils dénoncent ça, les ministres fédéraux actuels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est d'avoir plus d'action parce que c'est la prochaine stade. C'est le fun Dis-moi, de. Oui, c'est important de dénoncer, mais il faut dis-moi passer à quelque chose. l'action. Dis-moi quelque chose au niveau provincial. C'est sûr que tu connais plein de gens. Est-ce qu'il y a eu des efforts à communiquer avec nos élus? Est-ce qu'il y a eu des efforts d'échanger avec eux ou de communiquer avec eux? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au provincial? Mais au provincial, ben, la seule chef de parti politique euh, qui a qui était vraiment sensible, qui a accepté d'avoir une rencontre là, à Bonne-et-Due-Forme avec avec certains membres, des membres là, des communautés asiatiques au Québec, mais c'était Dominique Anglade. Il y avait aussi, à cette rencontre-là, il y avait Jennifer Macaron, qui est la députée de Westmount-Saint-Louis, qui était là aussi, qui s'occupe du dossier justement de la diversité. Donc, Jennifer Macaron aussi a fait passer une motion à l'unanimité dénonçant les, euh, les actes haineux. Lorsqu'il y a eu des actes haineux au quartier chinois, il y avait du vandalisme, il y avait des entrées par infraction, alors que les gens, les fautifs n'ont même pas, ils n'ont rien volé. Ils ont rentré par infraction dans la locale et ils n'ont rien volé. C'est incroyable. C'est vraiment pour faire du tort à la communauté chinoise. Qu'est-ce qui se passe dans notre société, Winston, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la différence? Tu sais, c'est pas comme si toi, tu es chinois, donc tu es automatiquement un virus. Comme tu as dit en France, tu sais, les hashtags, je ne suis pas un virus. C'est quoi le problème avec notre société? C'est quoi qu'on comprend pas ici? Mais je pense que il y a, chez certaines personnes racistes ont peur de se faire envahir. Donc, chaque race ça a des stéréotypes, a des préjugés, mais il y a aussi des craintes de la part des racistes. Euh, des... Donc, pour les Chinois, ils ont peur que les Chinois envahissent le Québec. Puis, une autre anecdote, il y a quelques années, il y a l'élu député de Québec solidaire, donc en Abitibi, qui a, qui a traité les Chinois de prédateurs, faisant référence aux Chinois qui voulaient acheter des terres agricoles en Abitibi. Sauf que avant d'acheter une terre agricole, il faut que tu sois un citoyen canadien. Mhm, Puis, puis il faut que tu sois au Canada après un certain temps pour pouvoir acheter une terre agricole. mhm. Donc, c'est ça. Puis, personne n'a dénoncé ça. Alors, donc, qu'est-ce qui se Tu passe vois, présentement? C'est que les gens ont peur de se faire envahir. tu vois, moi, le problème que j'ai, Certaines personnes. c'est que quand la classe politique agit de cette façon-là, ça justifie le raisonnement de certaines personnes, tu comprends? Puis on a vu même aux États-Unis avant avec le président Trump, là, que lui aussi, il l'appelait le Chinese virus, tu comprends? Puis c'est comme si ces gens-là se donnent eux-mêmes raison d'agir de cette façon-là quand tu as les personnes qui sont au pouvoir qui agissent de la même façon, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, on a eu plusieurs discussions ensemble où on veut que, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, là. On espère que les élus sont là pour donner l'exemple. Et c'est l'inverse qui se passe. À quel moment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'éducation? Parce que c'est certain qu'il y a un manque quelque part là, de tout ça. Mais je pense que François Legault est au courant, là. C'est sûr qu'il est au courant, c'est le premier ministre du Québec, là. Il est au courant là, qu'il y avait des incidents là, racistes là, qui existaient. Le silence de François Legault à l'époque et jusqu'à aujourd'hui a été lourd pour la communauté chinoise et asiatique. Et c'est un silence qui est déplorable.
Et c'est une silence qui est incompréhensible et qui est un silence qui n'est pas digne d'un chef de gouvernement. Alors que Justin Trudeau l'a dénoncé, alors que le bon ami de François Legault, Doug Ford, l'a dénoncé, alors que le premier ministre de la Colombie-Britannique, Horgan, a dénoncé aussi, alors que la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Brassard, de Renaissance ont déploré ça. Ouais. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la communauté? Est-ce que ça continue toujours? Est-ce que ça a baissé un peu la fréquence? On est où là maintenant? Mais l'affaire, c'est que l'autre cas, c'est que c'est pas les cas ne sont pas rapportés. Les cas qu'on a eus, c'est seulement le point du iceberg. Il y a sûrement eu d'autres cas. Il y a aussi des agressions verbales que les victimes n'ont pas rapportées à la police. Et la police n'a pas les ressources adéquates. Par exemple, à l'ASPVM, c'est seulement l'unité des crimes haineux, là. C'est 4 personnes blanches. Et il y a eu, dans les 3 dernières années, il y a eu 15 cas par rapport aux crimes haineux. Et les cas, souvent, qu'est-ce que les victimes ont dit, c'est qu'on leur décourageait de dénoncer. On le prenait pas au sérieux. Il n'y avait pas de communication, pas de suivi après. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé à l'agresseur. Ça, c'est la police. Puis ça prend des ressources adéquates, plus de ressources, pour pouvoir traiter les crimes haineux contre les groupes racisés, dont les Asiatiques, à Montréal. Est-ce que ta communauté a essayé de se rapprocher avec la police? Ou est-ce qu'il y a eu des rencontres pour voir s'il y a des manières à développer des stratégies ou des équipes ou, je ne sais pas, là, quelque chose pour les aider à comprendre et à mieux faire leur travail? Mais qu'est-ce que la police va dire, c'est qu'il faut que vous portez plainte. Mais absolument, une personne asiatique ne va pas porter plainte. C'est culturel. Il y a une barrière à la langue aussi. Mais il y a aussi il y a un manque de confiance dans le système. Si la personne dénonce, puis si l'unité de crime haineux ne prend pas au sérieux, c'est sûr qu'il y a une perte de confiance. Puis l'autre chose, c'est que ça prend une plus grande collaboration entre l'unité des crimes haineux et le DPCP, qui est la direction pour amener les accusations, pour que la loi soit bien appliquée. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a un changement de mentalité aussi. Il faut que la police soit sensibilisée à la réalité du racisme anti-asiatique. Donc, puis aux États-Unis, Joe Biden, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'après, quand il est rentré en fonction, il a signé un ordre comme quoi qu'il faut créer une unité dédiée aux crimes haineux envers les Asiatiques aux États-Unis. Et c'est inspiré de Kamala Harris. Quand elle a été élue en Californie, elle avait mis ça en place pour la Californie. Puis quand Joe Biden a été élu, c'était fait pour tout le pays aux États-Unis. Je pense qu'on peut faire ça à Montréal. C'est ça ma prochaine question. Tu penses-tu que c'est un exemple à suivre ici? Puis est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà pointé du doigt là, à nos élus et aux autorités ici? Oui, c'est sûr. On a parlé de ça. On est en contact avec la police. Mais à la ligne, en fin de compte, il faut vraiment que ce sont les politiques qui prennent les décisions. Exact. Donc, il faut qu'il y ait les ressources pour pouvoir traiter ces problèmes-là. Dis-moi quelque chose les problèmes de crimes haineux. Dis-moi quelque chose qui est aussi important parce que là, j'imagine, à partir d'un certain moment, il faut qu'on pense un petit peu à l'après-COVID. Tu comprends? La post-COVID. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat chinois, asiatique? Les commerces, les restaurants. On a tout un secteur dans notre ville qui est quand même un secteur très vibrant, très achalandé. Qu'est-ce qui va se passer après la COVID? Disons que demain, on se réveille, là, puis tout est normal, c'est fini. C'est quoi la réalité pour ces gens-là, pour ces commerçants-là, pour ces entrepreneurs-là, pour poursuivre leur business, là, pour ramener de la clientèle et pour vivre, là,
Mais comme si je prends l'exemple du quartier chinois, il y a même avant la pandémie, il y a une dévitalisation du quartier. Donc, parce que pendant 30 ans, les élus locaux s'en foutaient du quartier chinois, s'en foutaient de la vitalité du quartier chinois. Donc, il y avait déjà beaucoup de commerces qui ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de locaux vides. C'était dans l'angle mort des politiciens ou dans C'est quoi le l'indifférence des problème? politiciens. C'est quoi le problème? C'est-tu l'accès au quartier chinois? C'est quoi exactement le problème? C'est le. Premièrement, c'est un très petit quartier chinois. Mhm. Il y a aussi, on voit un problème de gentrification. Ouais. Donc, des gens qui achetaient des immeubles, qui faisaient des commerces qui n'étaient pas reliés au quartier chinois. Donc aussi, c'est très limité. Donc au fond, le quartier chinois, c'est 3 rues. Là. Ouais. Donc, donc, les maçons ont déjà de la difficulté avant. Puis après ça, avec la pandémie, même depuis janvier 2020, les gens, il y avait moins d'achalandage. Puis par la suite, je dirais qu'avec le confinement, maintenant, il y a beaucoup qui ont de la misère à survivre. Il y en a qui, maintenant, c'est le propriétaire du restaurant qui cuisine. C'est lui-même le chef. Mais Donc, c'est sûr, c'est rendu là. c'est sûr que tout le secteur de la restauration a eu un gros hit, là, tu comprends? Donc, Ouais. déjà là, ils ont souffert. Mais ils avaient déjà 2 hits avant. Parce Ouais. qu'avant le confinement en mars 2020, il y avait déjà la misère. Donc, il Puis, y en a beaucoup qui ne vont même pas survivre d'ici l'été 2021. donc là, c'est quoi la stratégie pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour ce quartier-là, pour ces commerçants-là qui ont vécu une décroissance, disons, sociale, communautaire, tu sais, au niveau urbain. Ensuite, la pandémie. Ensuite, les gestes racistes. Puis là, la suite, c'est quoi pour ce quartier-là, pour ces commerçants-là? Il y en a beaucoup qui vont fermer dans les prochains mois parce qu'ils n'ont plus le cash flow pour le faire. Ça prend encore de l'argent pour. Certains ont reçu des prêts grâce au programme de soutien du gouvernement, Mhm. mais à la longue, les prêts ne seront plus la solution. Alors, ça va affecter ça va affecter la survie de plusieurs commerces là, au quartier chinois. D'après toi, est-ce que tu vois une lumière là, à la fin du tunnel? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir revitaliser ce quartier-là et ramener de la business pour les communautés asiatiques? Au fond, les commerces du quartier chinois, ils dépendent beaucoup des touristes. Donc, on ne sait pas quand est-ce que les touristes vont venir. Ouais. Donc, l'autre chose, c'est une chose. L'autre chose, l'autre clientèle, c'est les travailleurs au centre-ville. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment eux, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, les Montréalais, maintenant, il faut ils essaient de survivre. Là. Ils espèrent que quand ça va être déconfiné, ça va être mieux, mais veut pas, ils veulent avoir une dette. Tu sais, c'est quand ton loyer est entre 7 000 à 12 000 par mois, puis tu n'as pas d'entrée d'argent, Mais, les repas pour emporter, c'est des petites marges pour ceux qui sont en restauration. ouais. Et je pense que la communauté grecque connaît la restauration. Mais, Alors, c'est ça. Donc, c'est très difficile pour eux autres. Puis c'est juste que le quartier chinois, c'est l'âme de la communauté chinoise à Montréal. Puis à la fin de septembre-là, il s'évapore. je veux te poser une petite question parce que l'année passée, je pense, c'était aux alentours de l'été. Il y a eu une annonce faite au niveau du fédéral avec un fonds de plusieurs millions de dollars envers la communauté noire pour Ouais. stimuler un peu l'entrepreneuriat, les aider avec leurs entreprises et les aider en termes d'investissement dans des projets entrepreneuriaux. Est-ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait exister pour la communauté asiatique? Je pense que ben,
ces fonds-là, c'est plus pour c'est pas vraiment nécessairement pour les commerces de détail ou dans la restauration. Mhm. C'est plus pour des projets, juste pour des startups, pour des projets d'entrepreneuriat, où est-ce qu'on peut scaler, comme on dit, on peut vraiment grandir vraiment rapidement. C'est ça qui est le. Donc, c'est pas vraiment applicable. C'est qu'est-ce qui s'apprend, c'est vraiment un dédommagement pour ces commerces-là, pour qu'ils puissent survivre. C'est ça qu'il faut. C'est pas du fonds de capital de risque. Ouais. C'est ça qui est le problème. C'est sûr que la communauté noire ont bien réussi à avoir ce fonds-là. C'est une belle victoire pour la communauté. Mais bon, je pense pas que c'est applicable pour les commerçants du quartier chinois. Donc, d'après toi, on est vraiment comme euh, dans une descente, là. Tu sais, c'est triste d'entendre parler de ça, là. Oui, c'est vraiment c'est pas évident parce que je pense la plupart des entreprises, des commerces au quartier chinois, c'est des entreprises familiales. C'est des mom and pop shops. Ouais. C'est ça qui est. Puis c'est eux autres qui font la bouffe authentique. Ça, c'est pas des chaînes de restaurants. Mhm. C'est fait avec la bouffe, est faite avec amour. Ça, c'est ça, l'authenticité de la bouffe qui est, qui est important pour la culture, mais aussi pour une communauté. Alors, c'est ça qu'on va perdre. Puis c'est ça qu'on voit aussi à Toronto. On le voit aux États-Unis, à New York aussi, on le voit. Tu sais, il y a même un reportage où on voyait le maire de Blasio à New York qui venait de prendre des photos, là, qui venait de dénoncer le racisme, là, prenait des photos, des photos up. Mais il y avait un commerçant qui a demandé comment vous pouvez aider les commerces, puis lui il a tourné le dos. Il n'y avait pas de Alors, réponse. donc, les différents des politiciens, là, ça arrive pas seulement, c'est pas seulement à Montréal, c'est pas seulement au Québec, c'est pas seulement au Canada, mais c'est partout, même aux États-Unis aussi. Quand tu penses du futur proche, là, on ne parle pas dans 20 ans, 30 ans, là, on pense maintenant. Là, qu'est-ce qui peut être fait pour justement changer cette culture-là dont tu mentionnais? Qu'est-ce qui peut être fait? Mais il faut que ça prenne une mobilisation. Il y a eu une marche au mois de mars qui a eu lieu. Il y avait 4000 personnes parce qu'ils disent assez, c'est assez. Respectez-nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nos vies comptent. Malheureusement, les médias francophones en ont parlé un peu. Ils commencent à se réveiller. Ils commencent à savoir que ça existe. Mais je pense que cette marche-là, cette prise de conscience-là, va être le point de bascule. Mhm. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Y a-t-il des affaires qui se mobilisent, qui s'organisent? Je pense qu'il y a un éveil de conscience, Mhm. mais comme si je compare à Black Lives Matter, euh, Black Lives Matter n'a pas commencé avec le genou du policier sur George Floyd. Ça a commencé 4-5 ans avant. Ouais. Il y a eu des meurtres de personnes noires par la police euh, de façon répétée. Il y a plusieurs cas avant George Floyd. Mhm. Mhm. Puis puis c'est vraiment, on voyait les images de George Floyd à la télévision, avec un genou sur le cou. C'est là que c'était le point de bascule. C'est sûr que George Floyd, c'est ça, c'était la goutte qui a fait découler tout le verre, là, tu comprends? C'est sûr que Ouais. c'était plein d'événements, comme tu dis, mais espérons que ça, on va pas nécessiter une affaire de même au niveau de la communauté asiatique non plus, là. Moi, quand je pense à ça, à ce que ça fait avec George Floyd, je pense que malheureusement, ça prend un incident comme ça pour que les médias se réveillent. Et ça prend que François Legault se réveille. Ça prend malheureusement un cas comme ça. Ça va coûter la vie d'une personne pour en arriver là. Malheureusement, c'est un peu. Ça me fait penser aussi que c'est arrivé à Québec, à la mosquée de Québec, Mhm. pour réveiller. Et ça prend une tragédie pour réveiller
les médias pour réveiller la classe politique. Et c'est totalement incompréhensible et déplorable. Au fond, c'est très déshumanisant. C'est au fond qu'on n'est pas égal à eux. Donc, nos vies ne comptent pas pour eux. Puis, tu sais, c'est pas comme si on a des exemples déjà, tu comprends? Tu sais, on parle de la tragédie au salon, c'est Atlanta, À je pense, hein, Atlanta, que tu as ouais, ouais. les huit Une fois, personnes qui c'est 3 salons. C'est 8 Ah, c'est trois personnes, différents. OK. 8 victimes dans Trois 3 salons. salons. Tu sais, tu comprends, c'est pas si loin que ça, tu comprends? Puis ça a fait les manchettes, cette affaire-là. On a eu les nouvelles ici. Tu sais, nos médias en ont parlé. C'est pas comme si c'était inconnu. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je suis pas d'accord avec toi, là. Tu sais, il y a personne qui veut être d'accord avec toi dans le sens que, tu sais, il y a personne qui veut qu'on arrive à ce bout-là, là, tu sais, à Non. ce qu'une personne Moi, perde ouais. sa vie. Tu comprends? Parce Ouais. qu'on Mais a, moi non on a, plus, je ne le souhaite pas. ben, c'est sûr, Moi, je ne mais veux pas que ça arrive. c'est parce qu'on a des affaires qui arrivent, on a des exemples quand même vifs, juste au sud de la frontière. Comme tu dis, c'est Mais incompréhensible. qu'est-ce qu'ils vont dire, comme par exemple Mathieu Bock-Côté, au Journal de Montréal, ils disent le racisme anti-asiatique, c'est un phénomène américain. Donc, c'est ça. Tu sais, tu peux pas raisonner avec ces gens-là. Moi, j'ai de la misère même à comprendre cette phrase-là. Ça veut dire quoi, c'est un phénomène américain? Ça veut dire que. Mais ça se passe pas ici. Nous, au Québec, on n'est pas raciste. C'est ça le message qu'ils essaient de dire. Puis que ça se passe seulement aux États-Unis. Donc, donc c'est ça. Alors, peut-être au Québec, on est très bon. On n'est pas raciste. C'est ça Ouais, qu'ils essaient de ouais. dire. Ouais, tout va bien. Comme si on ne connaît pas l'histoire que tu viens de mentionner. Là. Tu sais, vous étiez parmi les premiers qui Ouais. étaient installés sur le Canada. Vous avez fondé, en certain sens, vous avez aidé à fonder cette nation-là avec le chemin de fer. Ouais. Tu sais, tout le monde qui connaît cette histoire-là, puis toutes les, Ouais. les, euh, les atrocités qui ont été faites envers les Chinois. Puis il y a plein de gouvernements qui l'ont même admis, puis tu sais, Ouais. tu comprends? Donc, c'est pas comme si on vit dans le Ouais, néant. ouais, Stephen Harper a présenté ses excuses à la Chambre des communes pour la loi d'exclusion. Mais c'est, euh, c'est incompréhensible. Donc, même malgré tout ça, on sent une indifférence. Alors, c'est ça qui m'attriste. Toi, personnellement, comment ça va, Winston? Comment tu vas? Moi, je vais bien. Ouais. Tu sais, j'apprends à trouver une quiétude là, à travers tout ça, pour comprendre, avoir un sens, donner du sens dans tout ce qui se passe. Puis, on va pouvoir s'en sortir. Mais je sais que ça va être beaucoup de travail. Tu sais, si je compare à d'autres mouvements qui existent avant, ça va prendre beaucoup de travail pour y en arriver là. Regarde, je sais que tu es très impliqué, puis tu vas continuer de l'être, puis tu es un gars de toute façon qui est quand même connu dans les cercles politiques. Regarde, s'il y a quelque chose que moi je peux faire aider, tu sais où me rejoindre, puis je te souhaite énormément de chance parce que, tu sais, à un moment donné, on se dit tous, regarde, c'est assez, là. You know what I mean? Like, enough is enough. Puis, tu sais, puis ça a l'air comme si ça n'arrête pas, tu comprends? Ça a l'air comme s'il y a quelque chose qui arrive, puis on n'en apprend rien de ces événements-là. Tu sais, on a vécu toute une vague du Black Lives Matter qui a secoué le monde entier, tu comprends? Puis, c'est comme si, Ouais. oh bon, c'est arrivé, c'est passé, garde, on tourne la page comme si ça n'est rien, ça rien été. Euh, Puis, comme tu as dit, il y a un élément qui est incompréhensible là-dedans, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un, tu sais, on secoue nos élus, puis les personnes qui sont en haut, qui prennent les décisions pour leur dire, regarde, on a un problème d'éducation, on a un problème de culture qui doit changer. Parce que c'est sûr que les racistes, malheureusement, ils vont toujours exister. Tu sais, tu peux pas changer la Ouais. stupidité des gens, tu comprends? Mais Ouais. c'est sûr à un moment donné que le système doit s'impliquer beaucoup plus là, que ce qu'il est Ouais. en ce moment. Oui, il faut changer le. C'est sûr que ça prend un meilleur traitement là, des cas rapportés, là, des incidents. Ça, c'est à court terme.
faut qu'il y ait un changement au niveau de la police, là, puis aussi d'avoir plus de ressources pour traiter ce problème-là. Puis aussi collecter toutes les données pour mieux intervenir dans le futur. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose qui est importante, c'est vraiment à long terme. C'est d'avoir, dans le cursus scolaire, expliquer l'histoire des immigrants chinois, les premiers arrivants. Ça va aussi aider les enseignants pour pouvoir enseigner les enfants, les écoliers, toute la question de l'intimidation à cause de la race. Ça va aussi aider les organismes communautaires. Beaucoup de Chinois, pendant la pandémie, à cause de ces attaques-là, et ceux les victimes, souffrent de santé mentale. Mm-hmm. Donc, ça prend. Puis, il n'y en a pas de psychologue d'origine chinoise. Donc, ça, c'est la question de la santé mentale. Non, il n'y en a pas. Ah. Donc, toute la question de santé mentale, l'aide communautaire, le communautaire est la réponse à ça, parce qu'ils sont en première ligne, mais il faut donner ces ressources à ces organismes communautaires-là. Il faut aussi aider d'avoir plus de représentativité sur la place publique, que ce soit pas seulement en politique, mais en culture, à la télévision, au cinéma. Les Chinois, les Asiatiques ne se reconnaissent pas à la télévision et au cinéma québécois. Mm-hmm. Et dans les médias québécois. Donc, ils ne se sentent pas, ils ne se voient pas, ils se sentent comme des étrangers dans leur propre société. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que nous aussi, c'est sûr que en termes de communauté, ma propre communauté, on peut pas vraiment se comparer, mais je t'entends parler, puis il y a des exemples très vifs qui me viennent à l'esprit où on voyage en Grèce, puis on est le petit Canadien, puis on revient au Québec, puis on est l'immigrant. Ouais. Les gens ne comprennent pas que je suis né ici, là, tu comprends? On est Québécois, on est Montréalais, on est Canadien, mais à cause que notre nom est un petit peu compliqué à prononcer, automatiquement, on tombe dans une catégorie haute. Donc, on est comme entre deux chaises. Là. Nous, on flotte, puis on ne sait pas. Tu comprends absolument ce que tu dis. On peut pas. On ne se voit pas dans nos films, dans les séries, dans les nouvelles. Il n'y a pas cette représentativité-là. Puis, c'est drôle. Puis, moi, c'est ça qu'il faut changer. Parce que quand les gens, les Québécois francophones, quand ils voient la télévision, ils voient des personnes asiatiques qui parlent français, qui sont comme eux, finalement, qui les voient. Puis ça va changer les préjugés aussi. Exact. C'est ça qu'on veut. Winston Gall, je ne veux pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu es un gars occupé. Honnêtement, merci d'avoir accepté l'invitation et finalement, je suis content qu'on a pu réussir à enregistrer le podcast. J'espère que la prochaine fois, on va pouvoir le faire en studio pour te voir. And, regarde, I miss you, man. Franchement, nous, on est tous pognés à la maison, puis j'espère, on souhaite tous que cette période-là passe rapidement pour qu'on puisse se revoir. Merci beaucoup, Winston. I appreciate it. Merci, George. Merci. À bientôt. Ciao, bye. À bientôt.